Et jusqu'où ira les États-Unis dans cette guerre contre l'Europe? Et je vous avais entendu un moment parler de Chronos, et j'avais bien aimé cette comparaison. Qui est Chronos? À Chronos, c'est dans la mythologie grecque, c'est le père des divinités, dont le père de Zeus. Alors, dans la mythologie grecque, en fait, il est annoncé à Chronos, donc une prophétie, d'après laquelle un de ses fils le détrônerait et prendrait sa place. Le tuerait, le détrônerait, donc prendrait sa place. Et pour conjurer cette prophétie, empêcher qu'elle se réalise, eh bien, il a dévoré chacun de ses enfants, sauf Zeus qui a été sauvé par sa mère. Et Zeus accomplit en fait la prophétie. Il tue Chronos et prend sa place, donc la place de roi des dieux. Et dans la situation actuelle, les États-Unis jouent un peu le rôle de Chronos, dans le sens où ils sacrifient, alors on ne peut pas dire que les Européens soient les enfants des États-Unis, mais d'une certaine façon, l'enfant américain a pris la place du père des Européens. Il est devenu l'Amérique, les États-Unis sont devenus les maîtres des Européens. Et ces maîtres des Européens sacrifient les Européens pour empêcher que ceux-là s'allient à la Russie et profitent en fait de ce dont ils profitaient depuis un certain nombre d'années, des hydrocarbures russes pour prospérer, développer leur économie. Et donc, les États-Unis sont en train de détruire l'Europe pour obtenir quelque chose. Parce qu'il y a cette idée euh, cette tradition sacrificielle dans l'Antiquité, consistant à sacrifier ce qu'on a de plus cher pour obtenir quelque chose de la divinité ou pour gagner une guerre qu'on est en train de perdre. Et là, d'une certaine façon, les États-Unis sont en train de sacrifier les Européens, qui constituent pour eux normalement une richesse, si on, si on si on a la conception d'empire en tête. Parce que l'empire, normalement, il prospère, notamment en faisant prospérer ses vassaux, en les enrichissant donc, par la paix et le commerce. Or là, ce qu'apportent les États-Unis, c'est la guerre et la pauvreté. Et donc les États-Unis, dans ce contexte-là, sont en train de sacrifier les Européens pour les empêcher, ils préfèrent les sacrifier, les détruire, plutôt que de les voir s'allier à la Russie et constituer une sorte de grande alliance continentale, ce qui les éjecterait en fait de l'Europe. D'accord. C'est une tragédie grecque que les Européens sont en train de vivre. D'accord. J'ai une petite question à côté. Donc, en résumé, si je comprends bien, en fait, les États-Unis, pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que quand bien même l'Europe s'effondre, ça reste organisé. Si par exemple la Russie perd dans cette guerre otano, euh, entre guillemets, ils auront des bénéfices, mais s'ils perdent, l'Europe perd et s'effondre, ils seront toujours gagnants dans l'affaire. C'est ça. Bah, ils sont en train de gagner dans la mesure où ils récupèrent une partie enfin une partie. Ils récupèrent un certain nombre d'industries européennes. Quand je finalisais la rédaction de mon livre, on était à une soixantaine d'entreprises d'industrie allemandes qui avaient décidé d'aller s'installer en Amérique, sans parler des autres entreprises européennes. Et ça leur permet également de vendre leur gaz de De schiste schiste. beaucoup plus cher à cause des sanctions. Donc effectivement, de ce point de vue-là, purement économique, oui, on peut dire qu'ils sont gagnants. Mais le problème, c'est que ce que j'explique dans mon livre notamment, c'est qu'il y a cette guerre économique interétatique, mais il y a une autre guerre de la haute finance contre l'économie réelle qui conduit en fait à une contractation de l'économie occidentale. Et cette contractation de l'économie occidentale, cette destruction de l'économie occidentale concerne aussi les États-Unis. Parce que les États-Unis, depuis les années 70-80, ont opéré un tournant libéral, néolibéral et libre-échangiste qui a conduit à la délocalisation d'une partie de leurs entreprises, de leurs industries, notamment vers l'Asie, et à une financiarisation de leur économie.
et à une tertiarisation de leur économie, en Angleterre, aux États-Unis, puis, et en Europe. On voit, la France est passée de 38% de part de PIB lié à l'industrie à aujourd'hui à 9%. Une destruction de l'appareil industriel français qui est lié en fait à ce tournant idéologique et économique, néolibéralisme et de libre-échangisme. Donc dans ce contexte-là, on a une contraction de l'économie européenne. Et ce qui aggrave l'agressivité des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, puisqu'elle subit elle aussi cette guerre de la haute finance contre l'économie réelle. Donc tout se contracte en Occident. La démographie, euh, l'économie, l'industrie. Et dans ce contexte-là, la- la- les tensions entre les nations ne feront qu'augmenter. Et bien sûr, l'agressivité des États-Unis vis-à-vis de leurs vassaux augmente très gravement, puisqu'elle les dépaisse économiquement, elle dépaisse leurs industries, mais également elle les conduit dans une guerre. Elle les conduit dans une guerre contre la Russie. Elle provoque une guerre sur le territoire européen. Donc si ce n'est pas une guerre contre l'Europe. Euh, alors, alors, on va revenir un petit peu sur pour moi, le domaine du religieux, parce que le religieux il est là dans tout, hein, quoi qu'on en passe, quoi qu'on en pense. Moi, je comprends pas par rapport à l'Occident. On dit que l'Occident, c'est les pays dits riches, développés, et pourtant, euh, on voit que les gens sentent que cette civilisation s'écroule, les valeurs. Pourtant, c'est des gens qui sont riches, mais on peut voir par exemple qu'en France, on est ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs. Pourquoi il y a cette impression de chute libre alors qu'on est censé être euh, le top du top actuellement dans le monde? Et c'est quoi l'anomie? Alors, vaste question. Euh, Ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire à la fois cette espèce de nihilisme, de montée vers la guerre contre une puissance nucléaire qui met en danger gravement les Européens, la propagande LGBT, la justification de la délinquance, voire même de la pédocriminalité, tous ces phénomènes, donc l'explosion des avortements, etc., tous ces phénomènes qui touchent l'Occident euh, peuvent s'expliquer par l'effondrement religieux. Parce que si vous détruisez la religion, vous détruisez la morale qui va avec. Le terme religion en latin signifie relier, donc, relier les individus entre eux, donc, horizontalement, et les relier à Dieu. Donc il y a une dimension transcendante qui donne une direction, qui donne un sens à la vie, qui donne un sens à la vie individuelle et qui donne aussi un sens à la vie des nations. Or, l'effondrement de la religion, si on voit la séquence, sans même remonter jusqu'à 1789, puisque c'est le début du processus. Et si on voit dans l'époque récente, c'est-à-dire le Concile Vatican II, 1962-1965, qui va accentuer le processus d'effondrement de la pratique religieuse dans le monde catholique, à commencer par la France, la fille aînée de l'Église. Va s'en suivre en 68, donc 3 ans plus tard, la révolution de mai 68, révolution culturelle, sociétale, avec comme slogan il est interdit d'interdire. Va s'en suivre dans les années 70, quelques années plus tard, la promotion de la pédophilie dans les milieux politiques, intellectuels, culturels. Et d'ailleurs, la figure principale de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, participera de cela. Il fera la promotion de la pédophilie. Puis dans les années 80, donc d'abord 74, autorisation de l'IVG, donc de l'avortement qui va se massifier. Puis 1981, abolition de la peine de mort. Donc on va épargner le criminel, le tueur, tout en autorisant à tuer de façon massive l'enfant à naître.
qui est l'innocent. Puis destruction de l'économie, ainsi de suite, dans les années 80, qui peut entrer aussi dans le cadre de ce nihilisme. Tout cela, toutes ces étapes, on le voit, ont, ont un sens. Effondrement du catholicisme, révolution culturelle, il est interdit d'interdire, promotion de la pédophilie. Donc en fait, c'est la disparition du nomos, c'est-à-dire le nomos en grec signifie, entre autres choses, la loi, donc la loi naturelle, la loi morale. Si vous détruisez la religion, la morale s'effondre et s'ensuit ces phénomènes-là. Et de nihilisme, d'anomie. L'anomie, c'est l'absence de loi, l'absence de loi naturelle, de loi divine. Or, dans une société qui est anomique, où Dieu a disparu, où la loi divine a disparu, vous avez des forces antinomiques qui vont avancer. Et ça commence avec mai 68. Et on arrive à la fin de ce processus avec la promotion du LGBTisme et des délires complets, où on ne fait même plus de différence entre un homme et une femme, où un homme peut devenir Miss Pays-Bas, par exemple, du délire complet. Donc on est en train d'assister là, pour le coup, une véritable décivilisation, un effondrement collectif. Et au fond, la cause fondamentale de cet effondrement civilisationnel, c'est la disparition de la religion. Puisque ce que j'explique, ce que je montre dans la deuxième partie de mon livre, c'est que dès l'origine de l'État, quand il se fonde en Mésopotamie, en 2300 avant Jésus-Christ, il se fonde fondamentalement sur la religion, avec un roi, des souverains qui sont vicaires des dieux et qui doivent honorer les dieux, rendre la justice au nom des dieux, etc. Donc il y a un lien fondamental dès l'origine entre l'État et la religion et la justice. Et si vous détruisez la religion, qui est le fondement de la civilisation, parce que même avant l'État, 1000 ans avant l'État, on a la, l'émergence de la cité, l'agriculture, la cité, etc., l'écriture, et déjà l'organisation sociale à l'époque, avant même l'émergence de l'État, euh, qui est une sorte de construction métaphysique d'une échelle supérieure, déjà vous avez les prêtres, les temples, la religion qui sont au centre de la vie. Donc l'homme ne change pas fondamentalement. Les techniques évoluent, etc. Mais l'homme ne change pas. L'idée stupide que l'homme peut changer et s'émanciper de la religion et devenir et Un s'accomplir surhomme. en tant que surhomme, c'est du délire. Et là l'Occident est en train de l'expérimenter. Mais alors là, tu parles du manque de religion, mais est-ce que c'est organisé ou est-ce que c'est un hasard qu'en Occident, enfin, qu'il y a cette disparition de la religion ou c'est quelque chose qui est organisé Alors, bon là, ça renvoie à d'autres travaux que j'ai effectués exactement? dans d'autres livres. Ça nous amènerait sur d'autres sujets et beaucoup trop loin, il me faudrait trop de temps. Mais en gros, effectivement, il y a des mouvements à la fois messianiques et antinomiques qui ont joué un rôle très important euh, durant la Révolution française, dans certains mouvements du 19e siècle anarchistes et qui ont explosé notamment avec la révolution bolchevique, qui a été la grande révolution nihiliste qui a combattu l'orthodoxie en Russie, comme la Révolution française avait combattu le catholicisme en France. Donc fondamentalement, dans ces révolutions euh, religieuses, anti-religieuses, je dirais pas totalement anti-religieuses parce que elles combattaient le catholicisme en France, elles ont combattu l'orthodoxie, mais ces mouvements-là étaient eux-mêmes porteurs parfois d'une religion occulte. J'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. Donc,
Je ne vais pas revenir là-dessus ici. Mais ces mouvements-là, messianiques, antinomiques, anti-orthodoxes, anti-catholiques et anti-musulmans, parce qu'on l'a expérimenté aussi dans le monde musulman, notamment en Turquie, avec la révolution jeune turque, a produit d'autres mouvements par la suite, notamment trotskistes. Et aujourd'hui, on a par exemple un Georges Soros sur lequel a travaillé notamment mon collègue Pierre-Antoine Plaquevent, Georges Soros, qui est un athée, mais messianiste, qui considère que son action est messianique, vise à subvertir les nations, donc à imposer la société ouverte, mais cette société ouverte, c'est une société anomique, et même qui fait la promotion de l'antinomisme, puisqu'il promeut les mouvements LGBT, etc. À la fois les mouvements Black Lives Matter, mais à l'intérieur même de ces mouvements-là, Black Lives Matter et dans d'autres révolutions colorées, notamment en Europe de l'Est, il y a la promotion du LGBTisme. Donc un arasement de la société à ses fondements, jusqu'à la famille. Donc on a affaire à des mouvements multiséculaires, messianiques, nihilistes, qui ont muté, mais qui sont toujours là, bien présents, et c'est à eux qu'on fait face aujourd'hui. Est-ce que, alors ça, on va parler un peu de l'avenir. Est-ce que tu crois à un basculement, enfin, est-ce que tu crois que les peuples vont se révolter, s'éveiller, vont pouvoir voir c'est quoi cet écran de fumée, se révolter, ou pas du tout? Enfin, comment tu vois l'avenir, selon toi? La révolte, elle est déjà là, hein. En France, elle est déjà là. En Europe, elle est déjà là. Il y a des manifestations là aux Pays-Bas qui ont fait tomber un gouvernement. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr en France des mouvements de révolte quasi continus avec des interruptions. On a en Allemagne aussi des manifestations depuis un certain temps, notamment contre la présence américaine. Donc on est quand même en Europe euh, dans un continent qui traverse une période très tumultueuse et, et, et parsemée de révoltes. Maintenant, il y a des révoltes qui sont motivées par, comment dire, à la fois une dimension économique, socio-économique, les révoltes contre le pass sanitaire, donc en fait une révolte contre un totalitarisme qui est en train de s'imposer. Mais fondamentalement, dans ces mouvements de révolte, ce que l'on voit, c'est une volonté de réunion, une volonté de refaire société après une longue phase d'atomisation, atomisation qui est la conséquence de la destruction de la religion. Or, ces mouvements de révolte sont aussi des mouvements inconscients de reconstitution religieuse, au sens de religarer, de relier. Il y a dans le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements qui s'en sont suivis, un désir de vivre, en fait, d'exister. Il y a une motivation fondamentalement spirituelle derrière, en réalité, quand on C'est ça. réfléchit bien. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition aujourd'hui. Il peut y avoir des propositions politiques, des propositions économiques, mais ce qui fait défaut, c'est une proposition religieuse. Parce que de toute façon, cette anomie qui conduit en fait à- au désordre, au chaos et à la tyrannie, en fait on vit une période de tyrannie anomique, conduit nécessairement à une réaction du peuple qui veut de l'ordre de nouveau et qui veut du nomos. À l'anomie, il y aura une réponse, euh, la réponse du nomos. Au chaos, il y aura une volonté de revenir à l'ordre, désordre, ordre. À l'entropie, il y aura nécessairement une réponse négantropique. La négantropie, c'est la force qui repousse l'entropie. L'entropie qui est la force de désordre qui se répand. Et au vide religieux, il va y avoir un besoin de plus en plus affirmé de retour du religieux, de retour de la spiritualité. Donc toute la question, c'est quelle est la proposition théologico-politique
pour répondre à cette demande, à ce besoin. À ce Et besoin qui va se transformer en demande à un moment donné. d'ailleurs, ça me fait penser un petit point, un petit détail par rapport aux gilets jaunes, enfin, c'était des gens normaux, des travailleurs de toute origine, musulmans, pas musulmans, enfin de toute religion, etc. Et c'est pour ceux qui s'en souviennent, dans les médias, le but premier, c'était de diviser. C'était de dire que c'était des fachos d'extrême droite qui veulent casser et veulent aller dans les cités pour trucs. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé de dire que c'était des antisémites. À chaque fois, ils ont essayé de créer des divisions et justement, bah, ça correspond à ça. Quand ils voient qu'il y a de la fraternité, ils essayent de diviser. Quand ils voient de l'ordre, bah, ils essayent de créer du désordre. C'est tout à fait ça. Euh, Youssef, là, on arrive ça va faire 50 minutes. Donc, je vais juste te poser quelques petites questions. J'aimerais bien que ça se finisse au bout de 1 heure 10. J'ai pas envie de te prendre trop de temps pour la première. Donc, je vais te poser des petites questions qui sont ça à côté. Ne pas obligé de parler 20 minutes là-dessus. C'est vraiment voilà. Qu'est-ce que Mmh. tu penses du narratif OVNI? Parce qu'on nous a parlé Covid, on nous a sorti pas mal de narratifs. Qu'est-ce que tu Mmh. penses du narratif OVNI? En fait, c'est un narratif qu'on voit émerger depuis un certain nombre d'années, notamment chez des hauts dirigeants occidentaux, à commencer par les Américains. Il y a eu des déclarations, notamment de Bill Clinton, après son mandat, sur l'existence des extraterrestres. Il y a eu aussi Barack Obama, qui a fait des déclarations dans ce sens. Et là encore, plus récemment. Donc je ne me suis pas trop attardé là-dessus, mais effectivement, ça a quand même attiré mon attention. Et on peut se demander si après le Covid, après l'ennemi invisible, après l'ennemi terroriste, après l'ennemi russe, on ne va pas avoir droit à un moment donné à l'ennemi extraterrestre, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a un ennemi, qu'on nous désigne un ennemi, c'est aussi pour réunir d'abord ce qu'ils appellent la famille occidentale, parce que la lutte contre le terrorisme, ça a permis de soumettre bah, les nations européennes aux États-Unis. Dans un premier temps, il y a eu une résistance. On l'a vu avec Chirac et Schröder. Puis les États-Unis ont réussi à placer leurs pions en Allemagne et en France, notamment en France avec Sarkozy. Donc ils ont réuni l'Occident contre, contre le terrorisme et le monde musulman en général. Hein, parce que le terrorisme, en fait, ça a conduit à la guerre contre le Saddam Hussein, contre l'Irak, qui n'avait rien à voir avec Al-Qaïda, la guerre contre la Syrie de Bachar al-Assad, la destruction de la Libye de Kadhafi, et ainsi de suite. Le Covid, ça a été une façon aussi de synchroniser quasiment toute la population, enfin des milliards d'habitants de la planète, les soumettre à un narratif et à une biopolitique totalitaire. On voit que toutes les grandes nations ont suivi, et, euh, et même les nations opposées traditionnellement aux États-Unis, etc., ont quand même suivi le narratif covidien. Et on peut se demander, oui, si effectivement demain on n'en viendra pas au narratif extraterrestre pour unifier, comme dans les films, la population mondiale. Bon, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les plus hautes autorités américaines commencent Y à réfléchir. parler très sérieusement, entre guillemets, si on peut dire que c'est sérieux, d'ovnis, d'extraterrestres, etc. D'ailleurs, on voit bien que pendant la période du Covid, ils ont quand même bloqué tout le monde chez eux. Il Ouais. n'y avait plus d'immigration, il n'y avait plus de délinquance, il n'y avait plus personne dehors. Donc, quand on veut, Plus de on peut. terrorisme non plus. Voilà, donc Non plus. quand on nous explique qu'il y a 3 jeunes avec des feux d'artifice et qui vont mettre à mal la France, ça me fait doucement rire. Ensuite, il y a eu l'affaire Palmade et j'aimerais que tu m'expliques le deux poids deux mesures par rapport à Palmade et Soral. Comment ça se fait qu'on en a un qui prend des... Bon voilà, il prend tout ce qui bouge. Ah, il a quand même commis ce qu'on appelle un meurtre hein, en soi, Un contre-sens. homicide. Un Voilà, homicide involontaire, quoi. ouais.
Moi, j'ai été victime de la même chose, hein. J'ai eu un accident où quelqu'un était alcoolisé à contresens. J'en suis toujours pas remis. Par contre, lui, il n'a pas eu une heure de garde à vue. Bon, c'est le passage. Mais comment ça se fait que Soral doit entre guillemets, fuir son pays, doit fuir la France, alors que jusqu'alors, il n'a pas commis d'homicide, volontaire ou Alors, il y a, involontaire? Comment ça se oui, fait? alors en fait, il y a deux choses. Il y a en fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le règne de l'anomie, de l'antinomisme, de la dégénérescence des pseudo-élites, des dirigeants européens, occidentaux, français là en particulier, qui font la promotion, je l'ai dit, de la pédophilie. Bon, on l'a vu là par exemple au Palais de Tokyo, avec Ouais. une toile ouvertement pédophile, et Macron a pris la défense de la pseudo-artiste qui a, qui a produit ce déchet. Et il me semble aussi que Pierre Palmade est un proche de la famille Macron. Ouais. Il me semble qu'il est proche également de Mimi Marchand. Donc, en fait, on a un pouvoir complètement dégénéré, avec un Macron qui fait venir des homosexuels euh, sur le parvis de De l'Élysée. l'Élysée. Enfin bref, je ne vais pas refaire, Ouais. tout le monde est au courant, on le voit. Ce qui est surprenant, c'est que la population, dans son écrasante majorité, ne soit pas plus choquée que cela. Bref, donc Palmade est épargné, parce que en fait, il correspond au modèle de société qu'on est en train de nous vendre, en fait, depuis mai 68, complètement dégénéré, drogué, etc., la dépravation la plus totale. Et Alain Soral, lui, est persécuté parce que lui, il est dans une autre catégorie. Il est dans la catégorie d'ennemis politiques. Il est attaqué, menacé d'emprisonnement, persécuté, tapé au portefeuille, parce que c'est un ennemi politique. Donc, on n'est pas du tout sur le même plan. Là, il y a Palmade d'un côté qui est un dégénéré, euh, proche du pouvoir, en tout cas proche des cercles du pouvoir et du show business. Et dans le cas d'Alain Soral, on est dans le cas de quelqu'un qui subit des attaques politiques par le pouvoir oligarchique, qui utilise l'appareil d'État pour défendre ses intérêts. Donc en fait, les gilets jaunes qui sont éborgnés par la police macronienne, et un Linceral qui est persécuté par ce même pouvoir, sont dans la même catégorie. Le français persécuté par le pouvoir, tandis que euh, les dégénérés et les amis de la famille, les amis du pouvoir, eux, sont protégés. Oui. D'une C'est ce certaine qui. façon, c'est logique. Il n'y a pas, Ouais. il y a même pas à être particulièrement choqué. Ce qui doit être choquant, c'est que c'est qu'un tel pouvoir puisse encore perdurer en France, qui C'est fait la c'est- promotion de la pédophilie dans les écoles, du LGBTisme, etc. et c'est ce qui permet de faire, c'est ce qui permet une réflexion. Pourquoi Soral est censuré? Pourquoi un Xavier Moreau est censuré? À ma petite échelle, moi qui ai un discours, parce que souvent il y a des gens qui me demandent pourquoi tu as été censuré, ben je ne sais pas. Pourtant j'ai des gens qui me suivent de tous bords. Il y a de toutes les religions, il y a de l'agnostique, il y a de tout ce que tu veux. Et pourquoi j'ai été censuré? Je pense que sérieusement, ça représente un danger. C'est-à-dire qu'une sorte d'union, ils ont peur de l'union, et ça permet de faire réfléchir à, que ce soit en politique ou dans les réseaux YouTube ou autres, comment ça se fait que des gens comme Zemmour, comme les pseudo-droitards ou pseudo-gauchistes, qui ont parfois des discours radicaux, haineux, ont le champ libre. On se demande alors que pour d'autres, ils sont censurés et d'autres sont présidentiables. Ça. Alors, en fait, là encore, il y a deux choses. Il y a d'un côté, en fait, des gens qui sont persécutés, à qui on ferme les chaînes YouTube, etc., parce que leur discours ne plaît pas au pouvoir. Et étant donné qu'on est face à un pouvoir totalitaire, eh bien, le pouvoir totalitaire exerce son pouvoir qui est totalitaire.
Donc, si vous vous opposez à lui, bah, il vous envoie la police, il vous traîne devant les tribunaux. Le cas échéant, si vous persistez, il vous envoie en prison. Vous êtes obligé de vous exiler, il vous ferme vos chaînes YouTube, etc. Donc, c'est normal. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que la situation est normale. Je dis que ce qui est normal, c'est qu'un pouvoir totalitaire soit totalitaire dans la censure, dans la persécution, etc. Maintenant, comprendre pourquoi est-ce que des gens comme Zemmour, etc., sont promus. Je l'explique d'ailleurs dans mon Exactement. livre. C'est qu'il y a des gens, effectivement, qui ont un discours de guerre civile euh, ethnico-religieuse en France, les Zemmour, etc., et un certain nombre de droitards. Ils sont tolérés parce que leur discours renforce le pouvoir. Parce que le discours sur la guerre civile ethnique est un discours qui a pour objectif de conjurer la guerre civile socio-économique, la lutte des classes transversales. Donc plus le peuple français se révolte contre le pouvoir oligarchique, et plus le pouvoir oligarchique va faire avancer des discours comme ceux de Zemmour, qui parlent d'immigrés, enfin de guerre civile, ethnique, religieuse, etc., à longueur de journée. Ça. C'est parce que c'est ce qu'on appelle un contre-feu. Donc, bien sûr, on va les promouvoir, puisque leur discours va, euh, va contribuer à conjurer la véritable opposition entre le peuple, le bloc populaire et le bloc oligarchique. Et en même temps, ce discours de la guerre civile, ce chiffon de la guerre civile, effraie la population et pousse la population vers le parti de l'ordre, vers le pouvoir, qui est censé incarner l'ordre. Donc il y en a qui parlent de guerre civile et qui poussent la population vers le pouvoir qui est censé les protéger de cette guerre civile à venir. Donc le discours de la guerre civile ne peut pousser que vers un renforcement du pouvoir. Donc, il est tout à fait logique, en réalité, que le discours de Zemmour soit promu par les mêmes qui ont promu Macron, les mêmes financiers, les mêmes Rothschild, les mêmes financiers, les mêmes sponsors. Alors, là, j'ai juste une dernière petite question drôle, mais j'invite tous ceux qui ont regardé le live à, parce qu'il y a pas mal de questions que j'ai posées, où Youssef Indy a fait pas mal d'œuvres, hein, pas mal de livres, qui traitent plus profondément de certaines questions. Le cas Zemmour, le cas du... Enfin, il y a pas mal de choses, donc je vous invite à aller euh, acheter ces livres-là, les lire. Il y en a pas mal, mais surtout ben, le dernier, qui est et c'est ce qu'il a démontré assez Youssef Indy sur que les États-Unis sont en guerre contre l'Europe. Voilà. Voilà. Mais il y en a pas mal d'autres. Il y en a vraiment pas mal d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous voulez entrer en profondeur sur le côté religieux, le messianisme et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu aborder pas mal de choses. Dernière petite question drôle. Avec cette nouvelle loi militaire, etc., programmation militaire, est-ce que tu es prêt pour la mobilisation? Bah, en tout cas, moi, ce que je pense depuis un moment, c'est qu'il faut éviter, quand on est surtout dans un cas comme moi, dans une activité politique, métapolitique plutôt, d'opposition au système ou à l'oligarchie, d'éviter d'avoir des biens en France, même dans la sphère occidentale. Donc, moi, disons que je voyage léger, voilà. Donc, je fais en sorte de n'avoir rien que l'État puisse me prendre Saisir. pour son effort de guerre. Voilà. Donc, j'invite tous les gens même ceux qui ne sont pas dans une activité métapolitique ou autre, mais de faire très attention à Alors leurs bien. biens et de faire en sorte de protéger leurs biens parce qu'on n'est plus dans, comment dire, la propriété privée n'est absolument plus à l'abri de ce pouvoir oligarchique totalitaire. Donc voilà, Euh, prenez soin euh, de vous, de vos familles et de vos biens. Exactement. Finalement, une dernière petite question. Mhm. Là, ça concerne le droit.
Je prépare un petit ouvrage sur parce qu'on j'ai été pas mal attaqué par Canal+, TPMP, Hanouna et aussi le petit Gilles Verdez, qui est apparemment le représentant des musulmans sur le plateau de TPMP. Euh, Juste une petite question de droit, histoire de teaser le livre qui va arriver. Quelque chose d'interdit en France, qui est interdit par la loi. Est-ce que si c'est commis à l'étranger, est-ce que c'est légal ou pas du tout? Alors, je ne suis pas juriste, donc moi, je t'invite à te rapprocher d'un avocat et de lui poser la question. Je suis pas compétent en la matière. C'était juste un petit teasing. Mais alors, Youssef, merci franchement d'avoir accepté. Merci à toi. Je voulais vraiment que ça soit une introduction. Après, prochainement, on peut relancer des invitations pour un sujet bien déterminé. Mais je voulais vraiment que les gens ont, que ça soit un petit dessert, voilà, que ça se Une petite digère entrée rapidement. plutôt. Voilà, que ça soit une Une petite entrée en entrée. matière. Et Merci. donc voilà, mais n'hésitez pas avant de lire les ouvrages, et comme ça après on pourra rentrer en Merci. profondeur, mais n'hésitez pas, et encore merci infiniment d'avoir accepté Merci. l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Je te remercie Prends beaucoup soin pour de toi mon l'invitation. frère. À Allez, bientôt. à Merci. bientôt. Et voilà, on se retrouve en live. Euh, franchement, c'était plaisant. Alors, j'aurais aimé, sincèrement, j'aurais aimé le garder encore 2 heures, même énormément de temps, mais je voulais pas le garder trop longtemps. Je voulais, en fait, généralement, quand je prends un invité, surtout la première fois, j'ai envie que ça dure, que ça soit accessible, qu'il se sente bien, bien accueilli. Et comme ça, on peut le réinviter. Et voilà, donc, faut pas se précipiter. Faut pas prendre. Ah, on a Youssef Indy, c'est génial. On va le bombarder de questions. On va le garder 4 heures avec nous. Il va sortir en sueur, fatigué, il en aura marre. Non, là, j'ose espérer qu'il a apprécié et que vous avez apprécié. Et que c'est intéressant. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Et prochainement, on pourra aborder un sujet bien déterminé de son ouvrage. Mais voilà. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous voyez que c'est quelqu'un de génial. C'est intéressant. On l'écoute, on se lasse pas. Et encore, hein, là, je vous assure que il rentre pas en profondeur du sujet. Et aussi, je voulais pas, bande de petits malins, qui sort tout son livre, hein, et puis après vous allez dire, ouais, ça sert à quoi que j'achète son livre en vidéo, il vient tout nous dire. Non, les gars, ça c'est que l'introduction. C'est dans le livre, ça y va franco. Donc, si vous avez apprécié et que vous voulez aller plus en profondeur, achetez son livre et vous verrez, ça va être pertinent. Et tout ce qui s'ensuit. Alors, ce qu'on va faire. D'ailleurs, on salue Emmanuel Macron. Je pense que Emmanuel Macron a dû regarder le live. Hein. Je rappelle qu'il a annulé quand même son discours du 14 juillet pour participer au live. Donc, salut à toi, Macron. Et donc, alors là, pour l'instant, je vais lire un peu vos questions. Si vous avez des questions, vous voulez réagir un petit peu, n'hésitez pas à rejoindre. Enfin, ces ouvrages sont partout. Hein. Il y a vraiment des ouvrages partout sur contre-culture, il y a vraiment partout. Vous tapez de toute façon Youssef Indy livre. Ah, vous avez de quoi de manger pour un long moment. Alors, moi, vous avez apprécié ou pas? Génial. C'est intéressant. Ok. Il y a des détails inédits à découvrir. Exactement. Euh, Exactement. Bah, des détails inédits et pas mal de choses, mais voilà. Mais comme son livre vient de sortir, on va pas trop rentrer, on va pas trop en donner. C'est l'art de mettre en avant un livre et un invité. C'est ce que c'est ce que ceux qui font des interviews ne savent pas faire. Mettre en avant un invité et donner envie d'acheter son œuvre. Enfin bon. Alors, est-ce que vous voulez réagir un petit peu à ça? Je pense. Est-ce que je prends des appels? Alors, souvent, je prends des appels.
Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir à propos de cette interview de Youssef Indy? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient appeler et dire ce qu'ils ont pensé des propos de Youssef Indy? Donc, voilà. Faut savoir que le lundi, le mercredi et le vendredi, je suis en live et souvent j'ai des invités. Donc il y a un numéro auquel vous pouvez appeler et participer. Donc voilà, je prends pas les appels masqués et les trolls, ça dégage, ça au QTF sans ménagement. Donc vous avez vu, je me suis retenu. Hein. J'avais plein de trucs pour le faire rire. Hein. Je me suis retenu. Je me suis dit, alors, on va faire sérieux. La première interview, on va faire sérieux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre le numéro et à appeler si vous voulez réagir. Parce que la majorité ne l'entendent pas. Merci pour les compliments, mais voilà. Et ça permet de comprendre, d'organiser d'où vient, c'est quoi les États-Unis, quelle est leur politique, pourquoi ils ont cette politique, et qu'est-ce qui amène à ce comportement vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du reste du monde, pourquoi il y a ces narratifs d'ennemis extérieurs et intérieurs, et quand on a tout ça, ça explique tout. C'est comme en physique. En physique, vous savez, il y a des lois particulières subatomiques, physique subatomique, et dans l'infiniment grand, les galaxies, l'univers, etc. Et ben, il y a des lois, ils cherchent la loi qui permettrait de tout comprendre, tout organiser. Et là, voilà.